Merci beaucoup, président de l'Académie et secrétaire général, de m'avoir invité à présenter une étude dont vous avez la primeur, parce qu'elle a été commanditée par 8 unions régionales de professionnels de santé, et à qui je viens de présenter les résultats, mais la publication est en cours, et donc on fera une publication nationale et une communication nationale, mais ce n'est pas encore fait. Donc vous avez les primeurs. Alors, 2 mots sur le contexte national que vous connaissez très bien, mais dans le plan qui avait été lancé notamment en 2011 de développement de la chirurgie ambulatoire, on peut voir qu'on a pris un peu de retard puisqu'on est aujourd'hui à peu près à 52% de taux en matière de production de chirurgie ambulatoire au niveau national. On a un objectif de 66% en 2020. La ministre vient de parler de 70% en 2022. Donc on a augmenté le taux de chirurgie ambulatoire d'1,75 points, là où il faudrait l'augmenter de 2 fois plus si on veut arriver à cet objectif. Le point, c'est de dire que les outils qui sont en place aujourd'hui semblent insuffisants pour atteindre cet objectif-là. Ils ne sont pas forcément mauvais, mais ils semblent insuffisants. Vous avez à droite de la slide, en nombre de séjours, l'évolution de l'ambulatoire par rapport à l'hospitalisation conventionnelle. Vous voyez qu'il y a une assez faible croissance du nombre de séjours. On pense vieillissement de la population avec une forte croissance de la chirurgie, ce n'est pas le cas pour différentes raisons. On a 1% d'augmentation par an du nombre de séjours. C'est assez simple sur un plan mémotechnique, puisque vous avez un peu plus de 6 millions de séjours chirurgicaux, tous secteurs confondus, et à peu près 3 millions qui sont faits en hospitalisation complète et 3 200 000 en hospitalisation ambulatoire. De la même façon que la chirurgie ambulatoire aujourd'hui est davantage faite sur le plan national en chirurgie ambulatoire, la chirurgie est davantage faite en chirurgie ambulatoire, quand vous regardez le taux de recours, c'est la consommation par habitant de séjours chirurgicaux. Vous voyez que c'est en 2014 où le recours à la chirurgie ambulatoire a dépassé les consultations croisées avec 48 séjours pour 1000 habitants, a dépassé le recours en chirurgie traditionnelle. Alors, 2 caractéristiques de la chirurgie ambulatoire. Il y a une répartition inégale des pratiques. On a à peu près 10 points de différence entre la Corse, par exemple, et le centre, les pays Val-de-Loire. Donc on peut voir plus c'est foncé, plus il y a une pratique importante. Les taux bruts étant les taux qui sont appliqués sans considérer les différences au sein de la population. Les taux standards, c'est standardisé en fonction du sexe et de l'âge pour avoir une population homogène. Donc il y a une forte variabilité, à peu près de 10 points selon les régions. Deuxième caractéristique, il y a une assez forte variabilité entre le secteur public et le secteur privé. Ce que l'on peut voir sur ces 4 dernières années, c'est que le secteur public a plutôt une croissance plus forte en matière de séjours chirurgicaux au global, par rapport au privé qui est sur, vous pouvez le voir, une courbe qui est quasiment une droite, 3 500 000 séjours dans le privé, 2 700 000 dans le public. Il y a le public rattrape une partie de son retard en chirurgie ambulatoire, même si on voit que le privé continue sur une croissance de la chirurgie ambulatoire, qui se fait moins aux dépens de la chirurgie conventionnelle, qui a un nombre de séjours qui est quasiment stable, alors que dans le privé, on voit qu'il y a véritablement une chirurgie ambulatoire qui augmente, mais aux dépens de la chirurgie conventionnelle qui baisse. Voilà. Alors, l'objectif de cette étude, c'est d'essayer de mieux comprendre l'équation économique de la chirurgie ambulatoire. Vous pensez tous probablement que ça génère des économies importantes. La question, c'est de savoir où se font les économies et s'il n'y a pas, par exemple, de déport de soins sur la médecine de ville. Bon, vous savez tous que la dépense hospitalière, je dirais, représente une part importante des dépenses totales, qu'elle est stable en matière de consommation de soins et biens médicaux autour de 47%. Et c'est financé principalement par l'assurance maladie. Il y a un besoin croissant de maîtrise des dépenses, d'où la stratégie de développement par les pouvoirs publics d'une chirurgie ambulatoire active depuis 2008, avec la mise en place de plusieurs outils, les gestes marqueurs, il y en avait 5 en 2008, il y en a 55 aujourd'hui, la mise sous accord préalable,
le tarif unique. Et quand on benchmark la France par rapport aux autres pays, on observe encore un net retard, y compris par rapport aux objectifs fixés par les pouvoirs publics, ce qu'on a vu juste avant. Il n'y a pas d'étude comparative d'évaluation de l'impact économique de l'hospitalisation ambulatoire versus l'hospitalisation conventionnelle sur le parcours complet du patient. Il y a des études qui ont montré l'efficience de la chirurgie ambulatoire au moment du séjour sur des gestes précis. Mais on n'a pas, parce que c'est relativement complexe à faire, c'est pour ça que les URPS ont choisi de le faire, une étude qui mesure véritablement le modèle économique qui se passe lorsque je transforme un séjour d'hospitalisation conventionnelle en séjour ambulatoire. Qu'est-ce qui se passe exactement sur un plan économique? Donc on a mesuré les coûts directs et indirects associés aux interventions pour chacune des parties prenantes. Il y a 3 perspectives: la perspective assurance maladie, la perspective organisme complémentaire patient et la perspective établissement hospitalier. On a mesuré 3 niveaux d'impact: l'impact sur les coûts de séjour, l'impact sur les soins de ville post-opératoires et l'impact sur les taux de réadmission, qui, au-delà des coûts que cela peut générer, la réadmission permet de mesurer si l'intervention se fait à qualité égale. Oui, mais est-ce qu'on ne déprécie pas la qualité? Voilà, l'indicateur réadmission permet de le mesurer. On a travaillé à partir de l'échantillon généraliste des bénéficiaires parce que c'est celui qui nous permet de chaîner les patients entre l'hôpital et la ville, avec aussi bien le SNIRAM que le PMSI. C'est un échantillon représentatif de la population française. On a donc mesuré ce qu'on appelle la différence des différences en analyse économique, mais on a pris 90 jours avant l'hospitalisation, le séjour, 90 jours après l'hospitalisation, sur l'ensemble des postes de dépenses qui peuvent exister, qui existent, lors de ce parcours du patient. Un petit point, on a pris pour l'hospitalisation conventionnelle uniquement les niveaux de sévérité 1, c'est-à-dire des séjours de 2 jours ou moins, 1 ou 2 nuitées, tout simplement parce que pour éviter les biais, ce qu'on essaie toujours dans les études, c'est qu'il faut prendre véritablement une population pour laquelle la probabilité de transformer et de transformer ces séjours en hospitalisation conventionnelle en hospitalisation ambulatoire soit forte. Donc on a pris les patients qui étaient avec des niveaux de sévérité 1, où on peut estimer qu'ils sont à peu près tous éligibles à l'hospitalisation ambulatoire, ce qui n'est pas le cas des sévérités supérieures. La méthodologie, je ne vais pas la développer, mais en gros, on a évalué d'abord les économies générées par poste et par chaque financeur. Pour l'assurance maladie, c'est les niveaux de GHS moyens. Pour les établissements, c'est les coûts de production qui sont mesurés à partir de l'échelle nationale des coûts. Et pour les patients, c'est les dépenses patients, notamment liées aux nuitées. On a calculé les coûts de ville post-opératoire avec le système de régression qu'on utilise. Et puis, donc ça, on a mesuré l'obtention des économies. Et puis à côté, on a vu de 2013 à 2015. L'étude se réalise sur cette période-là. Et puis on a vu les séjours additionnels en ambulatoire, c'est-à-dire, encore une fois, les transformations de l'hospitalisation conventionnelle en ambulatoire, parce que c'est ce qui nous intéresse, pour voir le volume, et on a rapproché le volume et la valeur. Alors, voilà les résultats. Donc, je vais vous les présenter avec les 3 perspectives: établissement, assurance maladie obligatoire, et patient, assurance maladie complémentaire. Ce que l'on voit, premier résultat important, le périmètre de l'étude porte sur 14 actes qui sont réalisés relativement régulièrement en ambulatoire. On a pris ça pour que ces actes-là représentent, je dirais actuellement, soient représentatifs de l'activité ambulatoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris à la fois des gestes très très fréquemment réalisés en ambulatoire comme la cataracte, parce qu'on est déjà quasiment en plateau. On a pris des gestes qui étaient en croissance d'ambulatoire pour que ça soit ce qu'on appelle de façon statistique significatif. Ce que l'on observe sur ce périmètre-là, c'est que vous avez 31 millions d'économies pour les établissements par rapport à la transformation de ces gestes-là. Mais ce chiffre-là ne vous parle pas beaucoup. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir donc qu'il y a une baisse significative des coûts de séjour pour les établissements, que la réduction moyenne des coûts de production est équivalente à 23% des coûts réalisés en hospitalisation conventionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on réalise un geste en ambulatoire par rapport à un geste en hospitalisation conventionnelle 1 ou 2 jours, on baisse le coût de production de l'établissement de 23%, ce qui est absolument colossal. Il n'y a pas une autre modification des pratiques qui peut entraîner une baisse des coûts de façon aussi importante. Si on se réfère au GHS moyen, donc au tarif moyen des séjours
qui composent le périmètre, on voit que c'est une économie de 500 € par acte, puisque le coût moyen est à peu près de 2000 €. Donc on voit qu'il y a un rôle absolument déterminant du développement de l'ambulatoire sur la rentabilité des établissements et la dispersion de cette rentabilité entre établissements. C'est-à-dire que c'est là où les établissements qui sont en avance en matière d'ambulatoire ont forcément un équilibre économique qui est plus facile à atteindre, que ce soit le secteur privé ou le secteur public. On a vu les différences entre secteurs et entre régions qui expliquent en partie la situation aussi des établissements entre secteurs sur un plan économique, entre secteurs et entre régions. Alors, pour l'assurance maladie, est-ce que cette baisse des coûts de production génère des économies pour l'assurance maladie? Comment? Alors non à court terme, tout simplement parce que vous avez le principe du tarif unique qui a été mis en place en 2014 pour inciter au développement de la chirurgie ambulatoire, qui fait qu'en fait vous avez le même tarif pour les séjours de niveau 1 et les séjours réalisés en ambulatoire. D'accord? Donc sur une année N, pour l'assurance maladie, vous n'avez pas d'économie à transformer les séjours de niveau de sévérité 1, enfin 1 ou 2 jours de nuitée, en ambulatoire. En revanche, comme les GHS sont remis à jour, sont recalculés tous les ans en fonction du coût de production des établissements, vous savez qu'il y a 2 échelles nationales de coûts, parce qu'on a arrêté la convergence, une pour le privé, une pour le public, et donc dans ces 2 secteurs, on remet à niveau les GHS en fonction de l'évolution du coût de production. Donc pour les gestes qui sont réalisés en ambulatoire, vous avez une baisse des GHS régulière chaque année du fait du développement de l'ambulatoire. Donc à terme, c'est comme ça qu'on le mesure, l'assurance maladie réalise des économies substantielles par la baisse des GHS, mais pas à l'échelle de l'année N sur une étude comme ça. Si c'est pas clair, vous me le direz. Pour l'assurance maladie, donc, pas d'économie sur l'année N, mais des économies à moyen terme. On observe une baisse des indemnités journalières lorsque les séjours sont réalisés en hospitalisation ambulatoire. On reviendra après, mais donc il y a une reprise de l'activité qui est plus précoce lorsqu'on fait les gestes en ambulatoire. On observe une baisse des coûts de transport lorsque les séjours sont réalisés en ambulatoire. On n'observe pas de différence significative en matière de réhospitalisation entre l'ambulatoire et l'hospitalisation conventionnelle. C'est-à-dire qu'on peut en conclure que le développement d'ambulatoire ne dégrade pas la qualité en matière de prise en charge des patients, puisque vous n'avez pas plus de réhospitalisation. Un résultat très important, c'est qu'on a analysé les coûts post-opératoires et on n'observe pas de différence significative, même quasiment pas de différence, c'est assez rare, vous voyez 721 €. Autant vous dire que il y a vraiment, non seulement c'est pas significatif, mais c'est nul comme différence par rapport au coût post-opératoire. C'est-à-dire que le parcours en post-opératoire ne génère pas plus de soins, de consommation de soins, entre l'ambulatoire et l'hospitalisation conventionnelle. Les craintes d'avoir un déport de soins des établissements vers la ville ne sont pas confirmées par cette étude, ou sont infirmées par cette étude. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de vous dire. Pour les patients, on observe pendant les séjours une baisse de la dépense, alors qui est surtout pour les assurances maladie complémentaires, pour les organismes d'assurance maladie complémentaires, parce que 96% de la population a un contrat, et ce sont ces contrats qui permettent de financer. Donc il y a une économie importante qui est réalisée pendant le séjour. Il n'y a pas de différence dans les soins post-opératoires, ce qui confirme ce qu'on a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de différence, puisqu'il n'y a pas de différence pour l'assurance maladie, il n'y a pas de différence pour les patients. En synthèse, on a donc l'équation économique suivante. Vous avez un impact très significatif sur les établissements de santé de l'ordre de 23% de baisse de coûts de production avec le développement de l'ambulatoire. Vous avez une baisse des indemnités journalières et une baisse des coûts de transport. Pas d'impact sur les réhospitalisations et sur les soins de ville post-opératoires. Et pas d'impact sur et un impact sur les séjours pour les patients, mais pas sur les coûts post-opératoires. Alors donc cette étude a validé plusieurs points pressendis mais non quantifiés de l'impact de la chirurgie ambulatoire. Je ne reprends pas ce que je viens de vous dire, mais évidemment, parmi les enseignements importants, près d'un quart de baisse de coûts de production pour les établissements, c'est substantiel, mais pas d'impact en post-opératoire pour les financeurs. Tous les acteurs économiques bénéficient positivement du développement de l'ambulatoire. On a vu établissement, assurance maladie obligatoire, assurance maladie complémentaire, patients, je dirais sauf un, le professionnel de santé. Dans le sens où on a oublié dans le système d'incitation
mis en place l'incitation pour le professionnel de santé au-delà de son professionnalisme, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé, puisqu'il n'y a strictement aucune incitation financière à l'échelle du service ou à l'échelle individuelle dans les deux cas. Juste passage. En matière de discussion, est-ce que c'est des explications du retard français? On pourra, alors, comme dans toute étude, en 1 minute, on lance une discussion, ça sera dans l'étude qui va être publiée. On sait qu'il y a 3 sources pour expliquer ce 23%, d'où ça vient. IGAS, IGF, ANAP ont bien référencé ça. Il y a 3 sources de baisse: la suppression des équipes de nuit et de week-end, l'impact sur la masse salariale, la réduction des charges logistiques et hôtelières, les gains de productivité sur les taux de rotation de patients. Donc un impact économique majeur de l'ambulatoire sur l'équilibre économique des établissements. Et une question sur le privé a été obligé, parce que c'est une question vitale économiquement, d'accélérer sa réorganisation pour continuer l'ambulatoire. Parce que lorsque vous avez un gain de 23% sur une année, si vous voulez conserver une compétitivité, conserver ce gain les années suivantes, il faut continuer à développer l'ambulatoire, parce qu'on va vous baisser votre GHF. Donc il faut tout le temps continuer l'activité à développer l'ambulatoire. L'ambulatoire, c'est un choc organisationnel. Donc le privé a été contraint de s'y mettre et à prendre plus de flexibilité. Le problème qu'on rencontre dans le public, c'est à mettre en place ce choc organisationnel dans les structures et aussi ce choc culturel dans la réorganisation des services, puisqu'il faut de la mobilité du personnel. Vous connaissez ça bien mieux que moi, mais en tout cas, c'est clairement un problème c'est plus difficile dans le public que dans le privé. La baisse de consommation des indemnités journalières peut s'expliquer, d'après les réflexions qu'on a eues avec pas mal de vos collègues, sur plusieurs choses. Il y a une reprise plus précoce de l'activité lorsque les gestes sont faits en ambulatoire. Il y a une forme de dédramatisation de l'acte chirurgical à partir du moment où les gens ne dorment pas à l'hôpital, où ils ont l'impression que c'est moins grave, que s'ils vont pouvoir sortir tout de suite. Et il y a un patient qui est tenu plus actif tout au long de son parcours. Ce que disent vos collègues, c'est que la prise en charge n'est pas la même avant, pendant, après. Il y a un patient qui est rendu plus actif. Entre parenthèses, puisqu'on mobilise les ressources individuelles des individus plus que pour l'hospitalisation conventionnelle, il y a des questions de différences socio-éducatives entre les individus qui fait qu'il faut davantage d'informations, davantage de temps pour des gens qui ont moins de développement du point de vue socio-éducatif. Une autre parenthèse, il y a des externalités économiques très importantes qu'on n'a pas mesurées ici, mais au-delà des économies sur le système de soins, il y a des économies pour l'ensemble de la société, puisqu'on remet les individus plus tôt au travail, on les rend plus actifs plus rapidement, donc ce qu'on appelle les externalités positives. Voilà ce que j'avais. Alors les leviers d'optimisation, on a un régime d'autorisation d'activité qui sont gérés par les ARS, qui clairement ne fonctionne pas au même rythme que les évolutions technologiques. Est-ce que c'est l'explication d'une partie de notre retard? Mais on sait que restructurer un hôpital, a fortiori public, ça demande des autorisations, ça demande un temps administratif très long. Est-ce que c'est quelque chose qui ne freine pas l'ambulatoire? On peut se poser la question. Il n'y a pas eu d'extension d'ambulatoire sur de nouveaux gestes marqueurs ces dernières années, et la CNAM, dans son rapport chargé public, il n'y en aura pas. Est-ce que ça veut dire qu'on considère que le périmètre actuel est définitif ou tout le monde ne peut pas évoluer? C'est une question que l'on pose. Enfin, dernier point, redistribution des bénéfices de l'ambulatoire à ceux qui la font. En tant qu'économiste, on sait que les systèmes fonctionnent par incitation plutôt que par coercition. On peut se poser la question de savoir, à partir du moment où on voit qu'il y a 23% de baisse du coût de production, s'il ne serait pas utile pour la collectivité et pour accélérer le développement de l'ambulatoire, que les services hospitaliers, voire le personnel hospitalier qui fait l'ambulatoire ou les actes CCAM dans le privé, on n'aurait pas intérêt à mettre une forme de bonus, ou en tout cas avoir un retour faire partager le retour sur les coûts, en partie au personnel qui le fait, ce qui pourrait peut-être accélérer le développement. Voilà ce que j'avais à vous présenter. Excusez-moi si j'ai été un peu vite, mais je voulais être sûr de respecter mon temps de parole. Merci à vous. Merci beaucoup.
Nous avons 5 minutes pour faire une petite discussion sur ce sujet qui concerne aussi bien la chirurgie d'adulte que la chirurgie d'enfant. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou poser une question? D'abord, je vous félicite pour cette présentation qui est très intéressante et que vous avez fouillé. Il y a une question pour moi. Est-ce que vous avez des différences selon les pathologies? Parce qu'il y a des pathologies, effectivement, qui ont des durées de séjour classiques, conventionnelles, longues, et d'autres courtes. Et je n'ai pas senti que vous avez fait une étude ponctuelle sur ce qui est, par exemple, une chirurgie longue, comme la chirurgie colique ou hépatique, et une chirurgie plus courte, ORL ou ophtalmo. Alors, cette étude, en fait, là, pour répondre à la question, c'est comment est-ce qu'on a construit le périmètre. Il y a toujours des limites. On ne peut pas généraliser, tirer des conclusions pour l'ensemble des gestes chirurgicaux. On peut tirer des conclusions que cette équation économique est bonne pour des gestes qui sont aujourd'hui relativement à beaucoup, de façon modérée à intensif, réalisés en ambulatoire aujourd'hui. Donc les gestes qui sont peu réalisés avec des DMS longues ne font pas partie de ce périmètre-là. Mais je peux affirmer que tous les gestes qui sont fréquemment réalisés en ambulatoire ont cette équation économique. La deuxième chose, c'est qu'en effet, il ne faut pas confondre la chirurgie ambulatoire et ce qu'on appelle la RAC, c'est-à-dire d'essayer de baisser les DMS par des interventions moins invasives. Dans les chiffres que j'ai regardés par rapport aux différences de spécialités, dans ces 14 gestes-là, vous avez 5 spécialités. Donc parmi les gestes qui sont fréquemment réalisés, on a quand même pris un certain nombre de spécialités, enfin pas une seule spécialité. Dans les chiffres sur le plan national qu'on a entre les spécialités, on voit que les 7 spécialités où il y a un développement d'ambulatoire relativement important sont sur une courbe de croissance qui sont très, très similaires, y compris le digestif par exemple, où on est passé de 10 à 30% sur ces 5 dernières années, comme l'orthopédie, ce genre de choses. Donc, oui, vous avez raison, il y a des différences à prendre en compte en fonction, et c'est bien pour ça qu'on a pris les hospitalisations conventionnelles de 1 à 2 jours. C'est une évaluation économique, ça n'a pas d'autre prétention que d'avoir des conclusions économiques. Donc sur ce qui peut être aujourd'hui pratiqué en ambulatoire, voilà ce qu'on peut tirer de l'équation économique. Maintenant, ce qui le sera demain sur des DMS de 3, 4, 5 jours, l'impact sera encore beaucoup plus fort, évidemment, puisque l'essentiel des économies sont dans des gains qu'on peut avoir avec la réduction des DMS. Donc, votre question est intéressante pour se dire, ces chiffres-là sont finalement très conservateurs par rapport à ce qu'on peut avoir demain lorsqu'on va, excusez-moi l'expression, mais attaquer des gestes plus lourds. Et il est prévu de l'année prochaine, à la demande des URPS, de faire une étude justement sur ces gestes plus lourds pour voir quelle serait l'équation économique et est-ce qu'il n'y a pas de déport des soins de l'hôpital vers la ville. Est-ce qu'on a vraiment sur le parcours du patient la même équation économique avec des gestes plus lourds. Donc je pourrais répondre de façon plus précise à votre réponse, à votre question dans un an. Vous avez indiqué que la chirurgie ambulatoire, c'est exact d'ailleurs, pourrait faire des économies de personnel pour ne pas avoir de personnes de nuit ou de week-end. Mais il est évident qu'un service obligatoire doit être accolé à un service d'hospitalisation, puisque s'il y a un ennui, il faut que les gens puissent être réhospitalisés. Donc, est-ce que ce gain en personnel est vraiment important? Alors, c'est une très bonne question. D'abord, il y a 3 sources de gains économiques, dont des économies sur le personnel, mais pas des économies sur l'emploi. Je n'ai pas vu une seule étude qui montre que le développement d'ambulatoire se fait avec moins de personnel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a malheureusement réussi en France à faire d'une pratique qui bénéficie à tout le monde, une pratique qui est relativement mal vue du personnel hospitalier. Parce qu'il a l'impression que c'est pour faire des économies qu'on fait ça. Or, pas confondre les objectifs. L'objectif, c'est le bien-être du patient, mais il se trouve qu'on développe le bien-être du patient tout en faisant faire des économies aux structures, ce qui est plutôt pas mal. Alors, votre point, il faut savoir qu'en Europe du Nord, aux États-Unis, vous avez des structures entièrement dédiées à l'ambulatoire qui n'ont pas de structure d'hospitalisation conventionnelle à coller. Il y a un débat en France pour savoir
si la prochaine étape de développement de l'ambulatoire ne doit pas se faire avec de nouvelles structures. Alors, le privé est arrivé à un niveau de restructuration plus avancé, mais est-ce que finalement, si on veut passer à l'étape d'après et arriver à 70%, on peut conserver les structures qu'on a aujourd'hui en les étirant, en les restructurant? Pas sûr, c'est pas la réponse. Mais il faut savoir, encore une fois, dans les pays qui sont entre 70 et 80%, ils ont des structures dédiées à l'ambulatoire. Alors après, pour être éligible dans une structure dédiée à l'ambulatoire, on peut très bien considérer qu'il y a des patients à risque qui devront être opérés dans des structures conventionnelles. Il y a un aspect médical. Très honnêtement, de ce que j'ai lu, on ne peut pas considérer que la majorité des patients sont à risque tel qu'il faut une structure. Mais vous pouvez très bien avoir une structure dédiée à l'ambulatoire avec un service de lit conventionnel. On peut imaginer tout un tas de choses. Mais aujourd'hui, les pouvoirs publics ne sont pas dans l'acceptation que l'on peut véritablement créer un nouveau type de structure hospitalière dédiée à l'ambulatoire. Est-ce que c'est des freins culturels? Est-ce que c'est un vrai débat, hein, parce que c'est un choc organisationnel l'ambulatoire avant tout. Il faut repenser les structures avant de pousser sur les structures existantes. Autre question? Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. C'était passionnant. Voilà.